Bonjour, Malcolm Ferdinand. Merci beaucoup d'être parmi les nôtres virtuellement à partir de France au FDH édition 2020. Donc, premièrement, j'aimerais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Malcolm Ferdinand, politiste, philosophe, chercheur au CNRS. Je travaille sur les questions d'écologie politique, notamment depuis le monde caribéen. Et voilà. D'accord, vous avez écrit un ouvrage en 2019 qui a fait beaucoup de bruit en France, dans la francophonie aussi en général et ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Alors, l'ouvrage s'intitule Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen. Donc, c'est un ouvrage qui est paru en octobre aux éditions du Seuil, dans la collection Anthropocène. Et donc, c'est un ouvrage qui est issu d'une thèse que j'ai menée à Paris, une thèse de doctorat sur les questions écologiques dans la Caraïbe. Et la question principale qui m'a animé pendant cette recherche était la suivante: comment penser l'écologie, les enjeux écologiques, la crise écologique à partir du monde caribéen, c'est-à-dire à partir des histoires, des cosmogonies, des contextes sociopolitiques caribéens, et en l'occurrence à partir de l'histoire coloniale et esclavagiste de cette région. Qu'est-ce que vous entendez par écologie décoloniale? Puis vous parlez d'une séparation entre les idées décoloniales, les idées écologistes au travers de l'histoire. Expliquez-nous. Dans ma formation et dans mon parcours de vie aussi, j'ai été confronté à ce que j'appelle dans le livre une double fracture. La double fracture de la modernité, c'est-à-dire effectivement une distinction entre ce qui relève de l'ordre de l'héritage colonial, des pensées postcoloniales, décoloniales, et ce qui relève de l'ordre de l'écologie, de l'environnementalisme, ainsi de suite. Et ce qu'on constate, c'est qu'au milieu du XXe siècle, on a eu deux mouvements critiques de la modernité. Le mouvement écolo, on va dire, avec toutes ses différentes variantes, les mouvements pour l'indépendance, les mouvements anticoloniaux, les mouvements et les courants de pensée postcoloniaux et décoloniaux. Et on a ces deux mouvements qui sont à la fois, qui sont tous les deux critiques de modernité, sans véritablement se rencontrer, sans véritablement parler et engager une véritable discussion. Et cette double fracture, on la rencontre, elle se manifeste à plusieurs endroits. Donc, d'une part par la composition sociologique du milieu écolo des militants. Enfin, on sait très bien qu'il y a une forme de sous-représentation des minorités, des Noirs, des minorités racisées dans les associations gouvernementales, non gouvernementales, écologistes, de part et d'autre de l'Atlantique, hein, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis ou dans les Amériques. Et en fait, pour comprendre alors là, on parle de la composition sociologique, mais on peut parler aussi des références conceptuelles que le milieu écologiste se donne pour penser cette crise. Et c'est dans les références conceptuelles aussi, il y a une absence criante finalement de personnes racisées, de penseurs de la diaspora, de penseurs noirs notamment. En fait, ce qui se passe, pour justifier un peu la question qui m'a animé, c'est qu'au fond, dans sa pensée, dans sa composition, dans sa praxis, le mouvement écologiste occidental a mis de côté l'histoire coloniale de la modernité, et en particulier l'histoire de l'esclavage. Une des scènes les plus marquantes et qui à la fois atteste de cette absence, c'est celle des cadres à partir desquels la pensée écologique se déploie. Donc, dans plusieurs dictionnaires d'écologie ou références aux généalogies de la pensée écologiste, on va avoir deux noms qui ressortent souvent. Henri David Thoreau aux États-Unis, au XIXe siècle, et Jean-Jacques Rousseau. Bah justement, on est en Suisse, vous le connaissez très bien. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on va prendre les rêveries du preneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau et puis aussi Walden chez Henri David Thoreau. Et en fait, on remarque que ce sont des scènes, ce sont des cadres où s'élabore une pensée, des cadres où on a un homme de classe aisée, blanc, dans
dans un rapport asocial à la nature, c'est-à-dire qu'il est seul, il n'est pas avec une autre personne, il n'est pas dans des... bien sûr, il est dans des formes d'éco-sociabilité avec les différents non-humains, mais... Et surtout, ce sont des hommes blancs libres, seuls dans des sociétés post-coloniales et post-esclavagistes, ou parfois coloniales et esclavagistes. Vous faites une observation historique qui est très intéressante, qui n'a pas été faite par beaucoup d'autres personnes. Mais si on essaie de penser aux conséquences, aux ramifications contemporaines de cette observation, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui qu'il y a eu par le passé, ou peut-être aujourd'hui encore, une écologie coloniale? Alors, déjà, la déconstruction du discours, ou déjà pointer que le discours écologiste n'a pu se déployer qu'à la condition de silence de l'histoire coloniale. Cela permet d'expliquer pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec un ensemble de concepts et de catégories de pensée qui sont incapables à prendre en compte et rendre des comptes de l'expérience d'une majorité de la population sur Terre, notamment l'expérience des anciens colonisés et de ceux issus de l'immigration coloniale. Donc ça veut dire qu'on a une grammaire, on a un vocabulaire qui dans ces termes mêmes, bon gré mal gré, exclut une partie de la population sur Terre, et des concepts comme l'anthropocène, comme les théories de l'effondrement, sont des concepts qui maintiennent ce que notamment Gloria Wekker a appelé une sorte d'innocence blanche, White Innocence, un très beau livre, et qui fait que, en termes de conséquences, le mouvement s'aliène une partie de la Terre. Vous avez parlé de la négrocène comme alternative à l'anthropocène. Qu'est-ce que ça signifie? L'anthropocène en tant que catégorie en tant que nouveau concept mis en place par des géologistes a été critiqué notamment par des anthropologues parce que c'est un concept qui ne permet pas de rendre compte des inégalités des causes, des inégalités entre ceux qui ont contribué aux destructions des écosystèmes de la Terre. On sait très bien que ce ne sont pas les personnes dans les bidonvilles de Nairobi, à Port-au-Prince ou en Martinique qui ont contribué au réchauffement climatique aujourd'hui. Et en inventant finalement cette espèce d'abstraction homme, anthropos, sous forme d'espèce, on homogénéise et on masque finalement les différentes inégalités, les différents rapports de pouvoir, les différentes injustices qui sont constitutives de ces destructions. Et du coup, on invente finalement un sujet totalement abstrait, nous, qui maintient ce silence des injustices. Donc, des anthropologues comme Anat Singh, Donna Haraway, bien d'autres, ou alors d'autres penseurs comme Andreas Malm, ont proposé d'autres termes, mais aussi des historiens comme Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, ont proposé d'autres termes qui, dans leur signification même, indiquent les différents rapports de pouvoir, des termes comme capitalocène, comme plantationocène, etc. etc. Dans mon livre, effectivement, je parle de négrocène en souhaitant attirer l'attention sur la place qu'a occupée la traite négrière transatlantique dans la constitution de la modernité, et aussi la place qu'ont occupé ces Africains transbordés réduits en esclavage dans, on va dire, le déploiement de cette habité coloniale de la Terre. L'idée non plus. Alors, une petite remarque, c'est que l'idée n'est pas d'être plus universaliste que l'anthropocène. C'est-à-dire, je ne souhaite pas remplacer l'anthropocène par un autre terme. C'est-à-dire, je ne suis pas dans cette fiction qu'il y aurait un terme unique et seul qui permettrait de décrire les réalités de toutes les expériences de la Terre, mais je suis plutôt pour une pluralité de termes qui expriment différentes dimensions de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que le terme comme le négrocène, qui insiste à la fois sur la dimension politique et sociale de l'esclavage, c'est-à-dire l'asservissement d'êtres humains, mais aussi sur la dimension métabolique, énergétique, du fait que
ces êtres humains ont été à la fois l'énergie, la matière, qui a permis d'alimenter ces économies violentes, destructrices des écosystèmes et des êtres humains. Vos études portent principalement sur la France. Puis on peut penser qu'en France, effectivement, avec l'emprise de l'Hexagone sur les territoires d'outre-mer, il y a beaucoup de matière quand on veut discuter d'une écologie décoloniale. Mais est-ce que les thématiques que vous avez mis de l'avant, est-ce que c'est donc des thématiques qui s'appliquent bien à d'autres, qui sont universelles, quoi? J'ai un ancrage qui est, on va dire, à la fois caribéen, donc la Caraïbe n'est pas uniquement francophone. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un chapitre consacré à Porto Rico et aussi à Haïti. Et disons que mon ancrage est occidental. Je suis en discussion avec une tradition de pensée écologiste qui est une tradition occidentale. Et donc cela concerne à la fois tout l'Occident et dans ses dimensions impériales. Et alors là, le contexte n'est plus uniquement la France hexagonale et les Outre-mer, mais tout ce qui a été le projet occidental, que l'on soit à l'île Maurice, que l'on soit dans l'ancienne Indochine, que l'on soit en Indonésie, l'ancienne colonie néerlandaise, ou alors que l'on soit aux États-Unis. Si on prend l'exemple nucléaire, par exemple, le mouvement écologiste s'est fondé en grande partie par une critique très forte de l'énergie nucléaire, contre la bombe nucléaire. C'était notamment le cas de Greenpeace. Ouais. Ce qui est occulté dans ce mouvement qui s'inscrit dans un plus large contexte d'une critique de la technique, on occulte les conditions coloniales qui ont rendu possible la production de ces techniques. L'uranium congolais est celui qui était dans la bombe qui a explosé au-dessus de Hiroshima ou Nagasaki en 1945, il me semble. Ouais. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à côté d'une alliance avec les critiques anticoloniales de la technique. C'est-à-dire que les anciens colonisés eux-mêmes étaient déjà opposés à ces formes techniques. Que ce soit les Navajos aux États-Unis qui ont été déplacés pour avoir le projet Manhattan et les essais de la bombe atomique, que ce soit les Ghanéens avec Kwame Nkrumah qui voulaient s'opposer aux essais nucléaires français en Algérie, il y a eu de tout temps, finalement, des peuples colonisés qui se sont opposés à ces destructions à la fois de leur corps et de la terre. Or, on a inventé un récit qui est avantageux parce qu'il dédouane de toute responsabilité de l'écologie qui serait inventée, qui serait arrivée par les simples balades et promenades d'un homme blanc dans la nature dite vierge, alors qu'elle n'est pas du tout vierge. Ouais. Et ce faisant, on a dépolitisé l'écologie, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive avec des discours qui reproduisent ces mêmes formes d'exclusion. Mais donc, ça nous mène à cette fracture dont vous parlez entre deux créneaux d'activistes qui sont nés puis qui ont agi en parallèle, donc les activistes anticoloniaux, les activistes écologistes. Racontez-nous un peu la genèse de cette évolution, puis pourquoi est-ce que ça cause problème? Enfin, pourquoi ça cause problème et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on pouvait régler ce problème surtout, amener ces gens à parler entre eux? Alors, la fracture, elle est d'abord instituée par ces fondations coloniales de la modernité. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un comme John Muir, qui est un des fondateurs des premiers parcs de conservation aux États-Unis, parle de la wilderness, cette idée de nature vierge, il parle de cette nature en des termes qui sont racistes, en fait, et qui excluent les Native Americans de leur lieu de vie. Et, enfin, on peut Pierre Poivre, dans le cadre de l'île Maurice en France, pareil, il est célébré comme étant un des premiers à avoir vu le lien entre déforestation et changement climatique local, alors qu'il était lui-même intendant d'une colonie esclavagiste et qu'il était lui-même propriétaire d'esclaves. Donc on a une fracture qui est instituée non pas par ceux qui luttent contre la colonisation, mais qui est instituée au contraire par ceux qui vont inventer un discours écologiste en disant, bah tiens, ce discours écologiste est un discours où on ne parle pas
de la race, du racisme, on ne parle pas de la colonisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que les luttes antiracistes et les luttes pour la préservation d'écosystèmes sont deux choses totalement différentes. Et qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, dans l'exigence d'affirmer, de rétablir une forme de dignité des peuples opprimés, de dignité des peuples colonisés, on a peut-être certains théoriciens et certains mouvements ont mis de côté les questions proprement écologistes qui sont liées à ce qui se passe dans le monde. Et l'une des raisons de cela est peut-être effectivement le fait que, du fait que ces espaces soient excluants, il y a eu la sensation que les espaces écologistes n'étaient pas des espaces qui pouvaient accueillir les histoires, les problématiques des peuples indigènes, des peuples colonisés. Donc on a affaire à une forme de méfiance réciproque qui est dommageable. Pourquoi elle est dommageable? Parce que c'est contre-productif, d'une part, de vouloir préserver les écosystèmes sans se rendre compte que si on ne touche pas à l'exploitation des êtres humains, alors on va reconduire des formes d'exploitation des écosystèmes. Et d'autre part, du côté des pensées décoloniales, on voit que les premières victimes des catastrophes écologiques sont les peuples du Sud, sont les peuples racisés, sont les peuples colonisés. Et donc il y a une alliance à faire, il y a une alliance à créer pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus compréhensible de ce qui se joue dans la question écologique aujourd'hui. Cette alliance ne peut pas se faire, par contre, sans un examen critique de cette fracture, c'est-à-dire sans un examen critique de l'effacement de cette histoire coloniale de la pensée écologique. Avez-vous espoir que cette alliance va se créer? Aux États-Unis, par exemple, il y a un mouvement écologiste qui est très fort, qui s'appelle Environmental Justice. Donc, c'est chercher à connecter les points entre les peuples qui sont racisés, puis voir si ce sont ces peuples-là qui sont plus victimisés par les problèmes environnementaux, les changements climatiques, entre autres, parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où cette fracture a été un peu réparée, peut-être. Alors, effectivement, je parle d'une écologie décoloniale dans mon livre, c'est-à-dire une écologie qui met sur le même plan l'exigence de préservation des écosystèmes et l'exigence de dignité, d'égalité des minorités et des peuples colonisés. Et cette écologie décoloniale, je ne l'ai pas inventée aujourd'hui en 2019 ou en 2020, mais plein d'autres peuples l'ont mise en acte bien avant. Et avant même le mouvement de la justice environnementale, il y a toutes ces luttes menées à la fois par les Native Americans aux États-Unis, mais aussi par les esclavisés qui fuient notamment à travers les pratiques de marronnage. Et effectivement, le mouvement de la justice environnementale aux États-Unis est vraiment puissant et vraiment intéressant parce qu'il lie les deux. Il lie question de racisme et question environnementale. Et d'ailleurs, le terme d'expression justice environnementale ou environmental justice était une réponse à ce qu'eux-mêmes décrivaient comme un racisme environnemental. Donc, on peut dire que d'un côté, dans ce mouvement, il y a eu une jonction qui s'est faite, mais qui s'est faite plutôt du côté des peuples racisés, qui associe le racisme d'État, le racisme structurel à ce qui advient de la Terre, avec un ensemble de déclarations très fortes, notamment en 91, avec la déclaration de Washington des peuples de couleur pour la justice environnementale. Mais il est tout à fait possible qu'une récupération de ce mouvement qui remet sous le tapis encore l'histoire coloniale est possible. Et c'est ce qu'on voit en France. Le mouvement de la justice environnementale en France a été reçu d'une manière totalement dépolitisante. Et quand on parle de justice environnementale en France, on va dire, bon écoutez, ce mouvement il est né d'un cadre spécifique bien particulier qui est celui des États-Unis où là il y a beaucoup de racisme. Mais au fond, ici en France, les inégalités ne se pensent pas de la même façon et on va garder la question de justice environnementale tout en enlevant ces élans premiers antiracistes. Et on maintient cette idée que
le racisme n'a rien à voir avec les questions écologiques et que derrière, la question coloniale n'a rien à voir avec les enjeux écologiques. Et on reste encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête. Les destructions depuis 500 ans des écosystèmes de la Terre ont été possibles à la condition d'une domination extrême des peuples premiers sur toute la Terre. Dans toutes les Amériques, en Afrique, en Asie. Et aujourd'hui, on veut reconnaître ces destructions environnementales sans reconnaître les dominations de ces peuples indigènes du monde. Et on reste dans un discours qui est extrêmement exotique, en disant, regardez comment les peuples premiers vivent, ils sont en harmonie avec la nature. En fait, c'est pas exactement ça. Et on va célébrer cette manière de vie, ces manières de vivre, ou ces cosmovisions, sans reconnaître les demandes de justice qui émanent aujourd'hui encore de ces peuples premiers. L'année dernière, Oscar Temaru de la Polynésie française a assigné l'État français à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité du fait de ces essais nucléaires. 196 essais nucléaires jusqu'en 1995 ont été faits par la France en Algérie et en Polynésie sans qu'aucune justice ne soit rendue. Enfin, ce sont des bombes qui sont des fois plusieurs fois plus puissantes que ceux qui ont explosé au Japon, qui sont infligées à des peuples. Ouais. Enfin, donc pour faire vite, oui, il y a des exemples où ces ponts sont créés. L'idée, c'est que ça soit encore beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et que ce ne soit pas juste localisé à un pays parmi d'autres. Ouais. Bon, il y a une ressurgescence de la pensée malthusienne, un peu néo-malthusienne, par les mouvements écologistes, surtout ceux qui combattent le changement climatique, qui disent, s'il y a moins de bébés dans les pays, ou par exemple au Niger, dans les pays où les taux de naissance sont les plus élevés dans le monde, il va y avoir plus pour tous un chacun. Donc voilà, solution au problème du changement climatique. Est-ce qu'il y a un risque de dérapage quand on s'avance vers ces territoires de pensée? C'est pas un dérapage, c'est clairement un discours raciste, parce que ce sont toujours les populations racisées qui doivent limiter leur reproduction, et c'est un discours qui est extrêmement misogyne, parce qu'il s'agit encore une fois du contrôle du corps et du ventre des femmes racisées ou anciennement colonisées. Et à partir du moment où on a un discours sur la planète qui parle uniquement du nombre de personnes sur Terre, sans, dans le même moment, mettre en rapport les manières de vie différenciées et les impacts différenciés que vont avoir un Américain, un Suisse, un Français avec un Nigérien, c'est-à-dire qu'on aplatit encore une fois les différences, comme le fait l'Anthropocène. À partir du moment où on met cela et on met la responsabilité de la crise écologique sur cette espèce d'excès de production du ventre des femmes noires, souvent c'est le cas, c'est un discours raciste et misogyne. Donc ça ne veut pas dire que des peuples et des pays peuvent avoir envie de voir ou d'aménager leur démographie, mais ce discours qui est un discours qui effectivement a une certaine ancienneté, est un discours en fait qui permet aussi de dédouaner l'Occident de toute responsabilité. Le problème, ce n'est pas la façon dont nous vivons aux États-Unis, en Europe. Le problème, ce n'est pas notre consommation, ce n'est pas la façon dont on va exporter notre consommation, les violences qu'on va infliger ailleurs. Le problème, c'est le fait que certains pays africains ont trop d'enfants. Et ce sont des paroles qui sont extrêmement prégnantes, qui sont imprégnantes des fois dans le discours de terroristes partisans de la suprématie blanche, et parfois qui sont aussi qui se retrouvent dans le discours d'anciens chefs d'État, et c'est extrêmement inquiétant. Bon,
C'est tout le temps qu'on a. Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition du FIFDH 2020. Merci, très bonne journée. Merci à vous, et puis bon, j'espère qu'on va réussir à passer cette crise du coronavirus et trouver des temps un peu plus avec beaucoup plus de convivialité. Voilà. Ouais, merci.